Alors, un autre enjeu, à nouveau une pièce à deux personnages, comme une heure et demie de retard, mais là, ce sont deux grands virtuoses du piano. Deux pianistes qui jouent comme les sœurs Labec à quatre mains, hein, qui sont des valeurs mondiales, et qui avaient été interprétés au théâtre Montparnasse en 2008 sous l'autorité de Christophe Lidon, et c'était Chevalier et Las Palais, Philippe Chevalier, Régis Las Palais, qui jouaient les deux virtuoses en question. Je dois dire que là, tout à l'heure on a évoqué Ionesco, c'est une pièce très grave, hein, c'est une pièce qui fait sourire, mais qui va être en réalité le moment de la vie commune entre ces deux types, où tout va basculer, c'est-à-dire qu'on se rend compte peu à peu que, en fait, ils ne se supportent plus, voire qu'ils se détestent, et c'est quelque chose qui n'est pas sans rappeler l'immense Nathalie Sarraute, Ah oui, avec sûr. Pour un oui, pour un Bien non, sûr, bien sûr. que tout le monde a en tête sûrement, et dans laquelle effectivement C'est la matrice d'un tas de pièces, cette pièce-là. une pièce totalement admirable, et qui a d'ailleurs été toujours servie par des interprètes non moins admirables. Absolument. Vous les avez en tête. Et là, on est dans quelque chose qui commencerait presque comme une comédie, mais qui va vite basculer vers autre chose, car on va se rendre compte que ces deux types qui évidemment passent leur vie ensemble, ou une très grande partie de leur vie ensemble, se connaissent, s'observent, et au fond d'eux-mêmes se critiquent, et même ne se supportent plus. Je pense que c'est une espèce de précis de la haine quotidienne, hein, que cette pièce, très ambitieuse me semble-t-il. Est-ce que ça a marché, ça? Ça n'a pas du tout marché. Et c'était le choix de Chevalier Las Palais, c'était un choix extrêmement décalé. Oui. Parce que c'était pas pour eux, donc on s'est dit ce serait marrant qu'ils le fassent. Ils avaient adoré la pièce, on a lu, c'était très bien, tout ça. Et puis bon, alors le directeur de théâtre est content parce que Chevalier Las Palais. Et on a pensé que au Montparnasse, on allait additionner et les gens qui vont au Montparnasse et les gens qui aiment Chevalier Las Palais. Eh bien, ces deux sommes se sont soustraites, ne se sont pas additionnées, et ça a été assez douloureux. Et pourtant, c'était assez réussi, moi j'ai trouvé. Didon avait fait un décor astucieux qui se retourne à la fin, etc. Et ouais. Ouais, il faut dire que là, l'auteur a ajouté un gimmick, une particularité qui est d'ailleurs fantasmée, qui est la suivante, c'est que le banc sur lequel nos deux interprètes sont assis face au piano, ce banc diminue de volume et de surface. C'est-à-dire que par la force des choses, ils sont amenés à se rapprocher, au propre et au figuré. Et qu'évidemment, ce rapprochement, purement imaginaire, bouleverse complètement leurs habitudes de travail. L'élément qui va faire basculer cette harmonie apparente, c'est une entrevue que l'un des deux a eue avec un journaliste, un journal spécialisé, qui demandait à l'un des deux, mais expliquez-nous comment vous répartissez la fonction de l'un par rapport à l'autre. Et l'autre répond sans trop y réfléchir, ben voilà, moi je suis la pierre et lui il est le ciment, ou quelque chose comme ça. Chose qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs en réalité. Mais alors l'autre le prend très très mal. Parce qu'il a envie d'être la pierre et pas être le ciment. Et c'est ce basculement finalement terminologique qui va faire que la haine sous-jacente et implicite va se révéler. Ils vont se dire des choses abominables. Et encore une fois, on est vraiment dans un basculement. Bon. Ils s'apprêtent à jouer du Brahms, et l'un des deux, Paul, dit, parce qu'il s'appelle significativement là encore, Paul et Vladimir. Vladimir, ça doit vous rappeler quelque chose, en toute logique. Alors Paul ne s'appelle pas Estragon, mais il s'apprête à jouer, mais quelque chose ne va pas, et il n'arrive pas à trouver la bonne position. Tu l'as déréglé? Quoi? Le banc? Mais j'y ai pas touché. Tu l'as déréglé. Paul actionne la petite roue sur le côté pour régler la hauteur du banc. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je le remets comme il était. Ah non, non, là ça va pas. C'est toi qui viens de tout dérégler. Je l'ai remis comme il était. Mais pas du tout, c'est trop bas. Mais il était comme ça. Non, jamais de la vie, Paul, c'est trop bas, remonte-le. Mais si je le remonte, ce sera trop.
Il était comme ça, je ne sais pas pourquoi tu l'as déréglé. Je n'ai pas touché à ce banc. Alors tu as grandi. Moi, je ne peux pas jouer comme ça. Il se lève. Si personne n'a touché à ce banc, comment se fait-il qu'il soit déréglé? Silence. Et le ton va monter. Ils vont se reprocher tout. L'un va dire à l'autre qu'il oscille sur ses pieds quand il salue. Et ça l'exaspère, ça l'énerve. Bon, ça c'est le reproche de l'un à l'autre. Il touche aussi oui. La manche. Ouais. Voilà. Tout ce qui sont finalement des gestes usuels et peut-être un peu automatiques, tout ça va colossalement exaspérer l'autre. Ils vont finir par se battre d'ailleurs. Oui, il lui dit tu bombes du torse, tu bombes. Et l'autre lui dit oui, toi tu balances. Vous voyez la haine, la haine ordinaire. Leur dialogue va être épouvantable. Hein. L'un des deux d'ailleurs va expliquer qu'il va refaire sa vie parce qu'il supporte plus sa femme, que tout fout le camp. Et d'ailleurs, la fin est incroyable. Oui. Ah, oui. Oui. En fait, la fin, on a un petit peu difficile à trouver une fin. On a eu du mal à trouver, à la mettre en scène, plutôt. Mais en fait, ils se quittent pas, quoi. Enfin, ils se quittent. Mais ils se retrouvent pour affronter le monde extérieur. Oui, c'est ça. En fait, ils sont inséparables, quoi. C'est l'enfer. Oui. Et l'enfer, laisse entendre Gérald Sibleras, c'est l'irruption du monde extérieur. Ils arrivent. Ça se termine comme ça. La dernière réplique, c'est les deux pianistes qui disent « les voilà ». Donc il va être obligé d'affronter le monde tous les deux. Ils sont voués éternellement par une espèce de chaîne invisible à une cohabitation, une solidarité en tout état de cause. Et c'est extrêmement troublant. Il y a aussi un moment que j'ai trouvé très juste, occasion de reproche. Il y a un grand chef d'orchestre qui s'appelle Majowski, Kurt Majowski, que l'un des deux va flatter. Oui. Il va essayer de se faire bien voir par le chef d'orchestre. Ce sont des choses qu'on voit, ça, dans la vie musicale. Hein. C'est pas du tout fantastique. Pas que musicale, théâtrale également. Oui. Mais la vie musicale étant liée à la personne du chef, on voit ce qui se passe dans les orchestres. Bon. Et l'autre va constater qu'en réalité, son copain flagorne le chef pour en espérer quelque chose que lui ne va pas obtenir. Parce qu'effectivement, l'exercice de flagornerie va porter ses fruits. Alors ça, bien sûr, jalousie de l'autre, etc. Donc tout ça est... En fait, c'est une pièce d'une violence absolument insensée. Non, c'est vrai, très, très, très violente. Ouais. Et, alors, drôle et amer aussi. Hein, bon. Mais c'était bizarre pour ces deux interprètes de la jouer. C'est peut-être pour ça que ça leur a plu, parce qu'ils passent leur vie ensemble. Oui. C'est-à-dire, ils ont même du mal à faire des choses séparément, et quand il y en a un qui fait quelque chose séparément, l'autre lui reproche, etc. Ils se sont livrés à l'occasion de ça. Donc pour eux, ça devait être bizarre de la jouer. Enfin, ils n'ont pas joué longtemps d'un autre côté. Donc. Non, mais le bide fait partie de la vie de l'auteur dramatique. Oui, mais enfin, bon, faut pas non plus qu'il n'y ait que ça. C'est quoi la prochaine? C'est La Vie à Marseille? C'est une tragédie romantique, une comédie romantique. Ça n'a pas non plus été. Non. Et il y avait pourtant tout pour que ça plaise au public. Ouais. Théâtre Montparnasse, 2010, Christophe Lidon, des interprètes épatants, Stéphane Fraisse, Élodie Linvard, Didier Brice, Françoise Lépine et Stéphane de Groot, qui n'avait pas à ce moment-là acquis la célébrité qu'il a. Ah non, c'est dommage, c'est maintenant qu'il faudrait qu'il joue mes pièces. Oui, on va lui dire. Bah, j'essaie de le convaincre. Alors ça, c'est... Le début est merveilleux. Ça se passe dans une gare. Racontez-nous ça. Ça se passe dans une gare et ils ont pris... elle a pris un petit numéro et lui n'a pas pris de numéro. Oui, pour être appelé au guichet. Pour acheter son billet de train. Pour être appelé au guichet. Et il faut que je m'en souvienne. Bah, c'est très simple. Oui. Il s'aperçoit, lui c'est Fraisse, il entre dans la salle d'attente, enfin oui, dans l'endroit où on attend d'être appelé, comme dans toutes les gares SNCF, pour acheter son billet, et il se rend compte qu'il n'a pas pris de billet, et que donc il a perdu beaucoup de place, puisque depuis son entrée dans le lieu en question, il y a plein de gens qui sont arrivés, et qui... Alors, il est embêté, il est assis à côté d'une jeune femme assez belle,
Et elle voit son désarroi et c'est elle qui lui propose, par erreur elle a pris 2 tickets, numérotés 211, 212. Elle lui dit prenez le mien, prenez-en un des 2. Et elle lui donne le 211 et pas le 212. Toujours le détail significatif. Alors il le prend, ce ticket et puis il se rend compte qu'en fait il va passer devant elle. Alors non, il ne faut pas exagérer, déjà elle lui offre un ticket pour compenser son étourderie, elle va quand même pas passer après lui. Et d'où le début de la conversation. Et dans la pièce, Gérald a tenu à faire apparaître que les 2 comédiens sont des comédiens qui ont beaucoup de charme. C'est vrai d'ailleurs, ils sont très bien tous les 2. Très. Ils sont charmants, jolis garçons, jolies filles, etc. Et il va se passer ce que vous avez déjà deviné. C'est-à-dire que bien sûr, il va se nouer entre eux une relation amoureuse, et une relation amoureuse très étonnante, hein, parce que elle fait un métier qui est par définition itinérant, elle est habilleuse. Oui. Lui, il est informaticien, freelance, il travaille chez lui. Donc il habite Paris et il est dans son appartement, tandis qu'elle, elle est constamment en province. Et là, il va décider de la rejoindre aussi souvent que possible. Il va à Toulouse, il va à Montpellier, il va à Marseille, quelquefois même à l'étranger, à Madrid, une fois. Bon. Et tout ça est à la fois très satisfaisant pour l'un et l'autre, apparemment, puis un peu frustrant, d'autant que la relation se structure, se fortifie, qu'ils sont effectivement très bien ensemble. Mais elle part en province parce qu'elle est liée à une tournée qui, comme toute tournée, trouve son terme. Un jour, elle s'interrompt. Donc elle revient à Paris. Et bizarrement, ils ne peuvent pas se voir à Paris. Ça aussi, je trouve que c'est une idée très forte. Ils n'ont pas envie de l'un de l'autre, ou pas assez pour se voir à Paris. Il faut qu'il accomplisse un trajet initiatique, probablement, pour la retrouver après la représentation à Toulouse à 11h30 du soir. Contrainte. Absolument. Lui va s'inventer, donc, pour faire perdurer cette aventure légère, il va s'inventer une femme. Il va dire je suis marié, en fait. Et donc, et elle, piquée, va dire mais moi aussi, je vais me marier dans un mois. C'est comme si c'était fait. Ils vont continuer comme ça, ils vont se mentir l'un l'autre, mais comme ils savent pas qu'ils mentent, personne va pouvoir avouer, et ça va finir par la rupture. Oui. Puis ça finira bien quand même. Oui. C'est effectivement une comédie romantique. Oui. D'ailleurs, j'avais pas de titre. Je l'aime bien, comédie romantique. Mais je crois que sur ce sujet-là, et je l'ai su après, il y a une pièce qui avait été écrite. Je me demande si c'est pas Poiret qui l'a jouée. Où il est dentiste, je crois. Vous connaissez pas, cette pièce? C'est Fleur de Cactus. Ah, exactement. C'est la pièce de Barry Egrédy. Qui, très opportunément, est reprise à la rentrée. Mais c'est Poiret qui l'a jouée, je me trompe pas. Absolument. Et c'est celle qui joue sa secrétaire. Il demande à sa secrétaire de jouer son épouse. C'est comment elle s'appelait? C'était Sophie Desmarais. Puis elle a été reprise par d'autres. Mais moi je l'ai pas vue. Mais Jean-Paul l'a vue peut-être. Moi je la connaissais pas. Tu l'as pas vue? Ouais. C'est ça, hein. Ouais. Alors, moi je la connaissais pas. Ouais. Heureusement, sinon je n'aurais pas écrit de celle-là. Ah oui, c'est longtemps. Ouais. Oui, mais c'est une pièce formidable et extraordinairement bien construite. Et il y a effectivement un couple comme ça, épatant, qui d'ailleurs finit par se bien sûr. Mais je crois pas. Enfin, il y a un point commun effectivement avec une fois plus le mensonge, mais ça c'est constant dans la pièce. C'est la comédie. On a besoin de mentir à un moment ou à un autre. Et effectivement, je pense que Poiret devait être formidable. C'est le rôle d'un dentiste volage. Hein. Oui, c'est ça. Et il devait être merveilleux là-dedans. Il l'était sûrement. Alors, stand-up. Ah, un succès. Enfin. Oui. Stand-up, théâtre Tristan Bernard 2010, hein, c'était il n'y a pas longtemps, mise en scène de Jean-Luc Moreau, qu'on a déjà cité, avec des tas d'acteurs formidables. Philippe Huchon dans le rôle de Cyril, Gilles Gaston Dreyfus dans celui de Maurice, Grégoire Bonnet dans celui de Laurent, et Anne-Sophie Germanaz dans celui de Vicky, qu'une fille épatante, hein, cette Vicky. Ah oui. Elle n'a pas froid aux yeux. Non, Vicky. Puis c'est la seule qui a les pieds sur terre. Oui, tout à fait. Alors, c'est simple, c'est un type qui a 2 métiers au fond, hein. Enfin, qui voudrait exercer 2 métiers pour être plus exact. Oui, c'est un tueur à gages. Voilà. Un vrai tueur à gages, c'est-à-dire c'est un type qui n'a aucune. Pas d'état d'âme. Il y en a qui existent, il semblerait. Et il veut faire du stand-up. Il veut monter sur une scène et faire le rigolo et entendre les gens rire
Et il s'imagine remplir des salles, genre, je sais pas, Gad Elmaleh, ou etc., 4000 personnes. Etc. Et pour ça, il va donc voir Philippe Huchon, qui est un... Non, il va voir Grégoire Bonnet, qui joue une vedette du stand-up, qui est totalement dépressif. Et il lui demande, il dit, écris-moi des trucs drôles. En réalité, il lui met un peu un pistolet sur la tempe, Ah oui, bien sûr. pour le contraindre à être convaincre. bienveillant. Il le kidnappe même. Hum. Et donc, et surtout, malheureusement, ce tueur à gages a écrit lui-même des choses qui sont tout à fait pitoyables. Et donc, et l'autre, évidemment, est obligé de trouver ça drôle. Et ils vont au Festival du Rire de Morlaix, Oui, endroit bien connu. bien connu, Bien sûr. l'endroit où aller quand on veut faire du stand-up. Et il tombe sur J. Gaston Dreyfus, qui est le directeur de ce minable festival, et qui fait tout un discours donc sur le rire, etc. Enfin, Une chose qui m'a beaucoup plu dans la description de son métier par ce malheureux. Il m'est arrivé une fois un truc qui va t'amuser. C'est peut-être une idée de sketch. Je vais chez le type que je devais tuer, je sonne, il était en train de dîner. Je le tiens en joue, je vais pour tirer, et là, le gars commence à me supplier pour que je l'épargne. Ah, ça commence bien déjà. Le gars avait vraiment pas envie de mourir. Ah bon ? Oui, il se roule par terre, il pleure, il crie. Et moi, tu sais quoi ? J'avais envie de rigoler. Il aurait pu me dire n'importe quoi, j'avais juste envie de rigoler. Et tu sais pourquoi ? Aucune idée. Parce qu'il avait une feuille de salade coincée entre les dents. Un morceau de feuille qui couvrait presque entièrement sa dent de devant. Là, j'ai fini par le lui dire. Ce type allait mourir dans la minute et je lui ai dit « Vous avez une feuille de salade là ». Il m'a dit « Oh, excusez-moi », il a glissé le doigt sur sa dent et il a continué à me supplier. Je me suis mis à rigoler, je te jure. Je te crois. Un fou rire, pas possible. Et comme je rigolais, j'ai tiré plus facilement. Entre les deux yeux. C'est con, hein ? Oui, c'est con. Va savoir. S'il n'avait pas eu de salade dans les dents, il m'aurait peut-être apitoyé. À quoi ça tient, hein ? C'est une bonne idée de sketch, ça, tu trouves pas ? Je sais pas. C'est ça qui me fait rire. Hein ? C'est ce que je te dis. J'ai des trucs drôles du quotidien. La vie de tous les jours, quoi. Cyril guette toujours dehors. Il est de plus en plus inquiet. Laurent a trop bu. Tu m'en veux si je vais me reposer un peu, Cyril, parce que la journée était difficile et j'ai besoin de m'allonger. D'accord, va te reposer. Si jamais tu décides de me tuer dans mon sommeil, ah non, 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 je vais pas te tuer. Maintenant que je te tiens, je te lâche plus. T'arriveras pas à te débarrasser de moi comme ça. Alors je suis rassuré, merci. À tout à l'heure. Il sort. Et puis, bon, le lien va à la fois s'intensifier et bien sûr se distendre, parce que tout ça ne donnera pas grand-chose au total. Il y a un personnage dont il est question qui m'a bien plu, qui a dû être inspiré de quelques personnalités du théâtre, qui s'appelle Jean Helmut. Vous vous rappelez ? Jean Helmut. Ah oui, c'est Oui, Jean oui. Helmut, c'est le subventionné là. Voilà, c'est ça, c'est le théâtre à prétention. Hein, Pas- qui n'est pas synonyme de subventionné. Pas du Non, tout. J'ai pas dit ça. Non, quand même, on est à la SACD. Oui, oui, Maurice, qui est un personnage que joue Gaston Dreyfus, c'est le directeur du festival de Morlaix, dit Pénélope m'a quitté 2 ans plus tard pour Jean Helmut. Ce ringard se faisant de Jean Helmut. Tu te rends compte ? Vicky. Vicky, c'est une fille qui elle aussi a 2 métiers d'ailleurs. Hein, enfin, dit-elle en tout cas. Enfin, là, surtout. Oui, c'est une personne qui se présente sur certains sites spécialisés, qui est d'ailleurs très jolie fille. Ah bah, c'était nécessaire là, pour. Oui. Et puis, elle ne ment pas sur la réalité de ce qu'elle est. Sûrement pas. Voilà. Tu te rends compte ? Non. Tu connaissais pas Helmut ? Non, je suis désolé, Jean Helmut. Sa tétralogie sur la vie de Kant, 27 heures, debout. Il a obligé le public à rester debout. Alors, je sais bien qu'on est mal assis au théâtre, mais enfin, on est encore plus mal assis quand on est debout, non ? Je connais pas. Ah, c'est ce que j'aime chez toi, cette fraîcheur. La tête qu'il ferait s'il savait qu'une jolie fille comme toi ne connaît même pas son nom. Jean Helmut, c'est le parasite du théâtre contemporain. Il est de tous les comités, les festivals, les commissions. Il est copain avec tous les directeurs, les ministres. C'est le lèche-botte parfait. C'est comme ça qu'il a eu le bicentenaire de Victor Hugo, le salaud, alors que j'avais eu une idée formidable. Je voulais que des petites filles habillées en Cosette investissent Besançon et fassent la quête pour des associations humanitaires. Ils ont préféré confier la commémoration à Helmut. Non, vraiment, je ne sais pas comment le dire. Il me dégoûte. Vraiment, ce type tue le théâtre. Jamais entendu parler.
Eh ben, ça y est, tu sais tout. Pas besoin de t'en dire plus, c'est une ordure, c'est tout. Des noms. Ah non. Non, pas de nom. Alors, on va terminer provisoirement, alors que débute Paris Saint-Germain contre le Barça, avec Perrichon Voyage Toujours, que vous avez peut-être vu tout récemment, non loin d'ici, au Théâtre La Bruyère. Il y a de la place, vous pouvez y aller. Hein. Ça joue en ce moment ? Oui, enfin. Oui, d'accord. Bon, c'est à 19h. Oui, c'est à 19h. Alors là, c'est quand même très gonflé, parce que Perrichon, évidemment, vous connaissez la pièce de la Biche, pièce totalement géniale, je crois vraiment. Enfin, il me semble que le mot, là, en l'occurrence, n'est pas usurpé, qui traduit bien la densité, la complexité de cette pièce. Et bon, là, simplement, Gérald l'a transposé. C'est-à-dire que ça se passe de nos jours à Saint-Barth, hein, si vous vous souvenez bien. Voilà. Et notre ami Perrichon, qui est effectivement un homme qui a fait fortune, il n'est pas carrossier comme les Perrichon dans la pièce de la Biche, mais il a néanmoins fait fortune. Et voici comment on le présente, parce que je trouve que... oui. Mais ceci étant, les bases de la pièce, c'est-à-dire un homme qui a gagné de l'argent, qui est marié, qui a une fille, la fille en question est charmante, et elle est courtisée par deux types qui s'appellent, comme dans la pièce de la Biche, Daniel et Armand. Et les deux vont s'affronter dans le but d'épouser la jeune femme en question, qui est également tout à fait charmante. Les interprètes, Christiane Bopp, rappelons-les toujours, Arthur Fenwick, Gilles Gaston Dreyfus, Linda Massot, je ne sais pas comment on prononce, je ne voudrais pas faire d'erreur, Jean-Luc Porras, bien sûr, encore, et Charles Templon. Et mise en scène de Philippe Huchon, qui était l'interprète de la précédente pièce de Gérald. Ils se présentent, ils sont au bord de la plage, ils sont en maillot de bain plus ou moins, et Perrichon est là et fait la connaissance de Daniel, l'un des deux soupirants de sa fille. Et vous, que faites-vous ? Je suis dans la com, dit Daniel. Et vous êtes dans quelle branche ? Perrichon, je suis dans le sol. Pardon ? Les revêtements pour sol. J'ai commencé avec le lino, après je me suis orienté vers le carrelage, qui m'a logiquement amené vers le parquet, stratifié, flottant, et puis un jour, j'ai sauté le pas. Moquette. Intéressant. Après on décline, revêtements muraux, papier peint, lambris, PVC, etc. Vous vous souvenez du slogan ? Non. Perrichon, du sol au plafond. Et le personnage est dans la pièce de Gérald exactement doté des mêmes caractéristiques, la vanité, la sottise, telle que Perrichon l'a fixée une fois pour toutes. Et chacun va donc mener son jeu pour tenter de convaincre le père et la mère d'ailleurs de lui confier la jeune fille en question. Et il y a à un moment une réplique que je trouve épatante qui est la suivante. Daniel fait sa cour à Perrichon, c'est avant les deux moments cruciaux que seront le sauvetage de Perrichon d'un côté par Daniel, puis et surtout par Armand, puis Perrichon sauvant Daniel et le préférant puisque il lui a sauvé la vie. Et Daniel a donc eu cette conversation introductive avec Perrichon et rencontre Madame Perrichon, toujours sur la plage. Et Daniel, flagorneur éhonté, dit à Madame Perrichon: on a eu l'occasion de faire la connaissance de Monsieur Perrichon, c'est un homme fascinant. Madame Perrichon: ah bon ? Daniel, il nous a parlé de son projet de livre, c'est passionnant. Pauline, la fille, a eu la chance d'avoir un père de cette trempe. Madame Perrichon, vous êtes sûr que c'est bien mon mari ? Moi, ça me fait hurler de rire. Et alors, il va se passer la même chose que dans la pièce de la Biche, c'est-à-dire que d'abord, Armand va prétendre sauver Perrichon qui aurait encouru un danger terrible, mais il n'en est rien. Et Perrichon va peu à peu détester ce type qui lui rappelle tout le temps qu'il lui a sauvé la vie, mais par contre va reporter son affection et ses plaisirs et ses perspectives sur ce Daniel que Perrichon va sauver d'une plongée sous-marine à 1,50 m sous l'eau. Oui, sûrement. Pas beaucoup plus loin que ça. Ouais. Bon. Et tout ça va se terminer, comme dans la pièce de la Biche d'ailleurs, par la sincérité, parce qu'il y a une morale dans tout ça. Il y a une morale. Moi, j'ai tout volé à la Biche, en fait. J'ai peu de mérite. D'ailleurs, je touche que 70% des droits, les 30%. Il est dans le domaine public. Hein. Mais moi, je l'aime beaucoup, Perrichon. Je trouve qu'il est... oui, il est vaniteux, il est fat, il est sot, mais il est surtout très tendre. Ouais. Et même dans l'original, je veux dire, puis il a des qualités, il s'est fait tout seul.
il se pousse du col, mais il est très tendre, il aime beaucoup sa famille, il fait pour le bien de sa fille, il adore sa fille. Enfin, c'est un type qui a au fond plus de qualités que de défauts. Et c'est pour ça qu'il est si sympathique et si attachant, même s'il est totalement idiot par moments, bien sûr. Il faut reconnaître que vous avez repris la fameuse scène, l'espèce de pensée profonde qu'il appose sur le livre d'or. Alors là, c'est à Saint-Barth, dans la pièce de la Biche à Chamonix, comme on disait d'ailleurs à l'époque. La fameuse phrase « que l'homme est petit quand on le contemple du haut de la mer de glace », et il écrit « mer, M-E-R-E », ce qui va amener, bien sûr, le fameux duel avorté d'ailleurs de la fin de la pièce. C'est quelque chose du même ordre dans votre pièce. Oui, c'est que l'homme est minuscule devant l'immensité majuscule, et il oublie un M à immensité. Voilà. Et puis enfin, je voudrais rappeler pour finir cette réplique totalement géniale de la Biche dans Le voyage de Monsieur Perrichon. Chacun des deux jeunes gens se demande comment se mettre bien avec Perrichon. Et aussi, parce qu'ils sont très intelligents, avec Madame Perrichon, qui a son mot à dire quant au futur mariage de leur fille. Et c'est Armand qui a cette idée d'essayer de mettre la conversation sur la famille, sur des liens qu'ils auraient pu avoir, ce qui crée comme ça une familiarité artificielle. Et à un moment, Madame Perrichon parle de leur cousin qui souffre d'une infirmité. Et il essaie de savoir, de deviner de quelle infirmité souffre le cousin en question, de manière à montrer sa compassion et sa compréhension. Et on finit par comprendre que le cousin en question est dur d'oreille. Et Armand a cette réflexion en aparté que je trouve extraordinaire. Ah, il est sourd, notre correspondant d'Étampes, c'est donc pour cela qu'il ne répond jamais à nos lettres. C'est admirable. C'est magnifique. Oui. Parce qu'il y a un fond de... C'est pas complètement un mot. Oui, c'est dans quelle pièce c'est aussi la Biche, ça c'est quoi? C'est très connu. C'est pas pour me vanter, mais... C'est dans 29 degrés à l'ombre. 29 degrés à l'ombre, oui, c'est Pomadour qui dit ça. C'est pas pour me vanter, mais il fait rudement chaud. Formidable. C'est du même acabit. Ah oui, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, ouais. Ah oui. Mais ça, c'est la Biche, c'est le sens du mot, de la formule, qui vous caractérise aussi. J'ai cité à dessein quelques mots que je trouve psychologiquement très, très, très justes. Oui. J'aime bien dire du mal des gens, ça fait du bien. C'est ce que dit Laurence. C'est une vérité. Voilà. Merci Gérald. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, la prochaine, c'est quoi après Perrichon? La prochaine... On ne va pas citer les pièces que vous avez adaptées, on a tort d'ailleurs, parce que certaines, quand même, la justesse ou la justice veut que je rappelle que vous avez adapté les 39 marches. Bon, pièce, un film magnifique de Hitchcock. Ah oui, mais ça a été un succès considérable. Et puis, peut-être encore davantage, Des fleurs pour Algernon, Daniel Keyes, qui est interprété merveilleusement par Grégory Gadebois et bien mis en scène par Anne Kessler. Qui va être repris là à partir du 21 au Petit Saint-Martin. Voilà. Et qui est un texte extraordinaire. Donc, la prochaine, c'est quoi? La prochaine, c'est avec Isabelle Gélinas, Anne-Sophie Germanaz, Grégoire Bonnet et Philippe Huchon. Je change. Les mêmes. Je change pas. Et Jean-Luc Porras, il n'est pas là? Non. C'est José Paul qui fait la mise en scène. Ça s'appelle Un avenir radieux et ce sera au Petit Théâtre de Paris, alias la salle Réjeanne, à partir du 3 septembre. J'ai eu la date il y a quelques jours. Voilà. On ira. Merci beaucoup. Merci à vous.